Mesdames, Messieurs, bonjour à tout le monde. Nous sommes dans notre webinaire d'actualité durable mensuel et heureux de partager avec vous cette réflexion sur l'actualité et surtout les commentaires que nos experts invités proposent de faire pour donner en même temps des éclairages sur ce qui se passe d'assez fondamental dans un monde où ces sujets maintenant sont totalement structurants et permanents. Je vais commencer l'actualité et je passerai à 11h20 la parole aux uns et à nos experts et nous pourrons dialoguer tous ensemble. En cette fin d'année, ce sera intéressant de vous entendre et d'avoir un retour de votre part sur vos préoccupations, les questions qui se posent et autres, au-delà de l'actualité que je vais rappeler maintenant. Alors, je dis simplement d'un point de vue méthodologique que ce n'est pas une revue de presse complète, ce n'est pas une suite d'informations, c'est un choix un peu éditorial que nous essayons de faire à partir de l'analyse générale, macro, globale de ce qui se passe et en essayant de focaliser sur ce qui peut concerner les professionnels au point de vue opérationnel, donc les entreprises notamment, pour leur donner des éléments d'information sur ce qui va les concerner inévitablement. Donc voilà, il y a un parti pris dans la sélection et une attention à essayer de comprendre les choses pour en parler ensemble. Je ne prétends pas épuiser le sujet ni être le seul à pouvoir dire regarder dans la boule de cristal. Merci donc d'accepter cette façon de faire et depuis un mois, énormément de choses sont arrivées dans l'actualité. Euh, je vais essayer. Alors, peut-être Antoine, là, il y a sur la ligne un peu de brouillage. Je vous laisse régler. Ce qui est dans le moment actuel, ce qui est important pour nous tous, c'est de comprendre comment la COP 15, faisant suite à la COP 27, la COP 15 sur la biodiversité va se conclure là ces jours-ci, aujourd'hui, demain, ce week-end, après des jours et des jours de discussion. Avant, elle a été reportée énormément. Elle caractérise quand même l'extrême difficulté que l'on a au plan international à inclure la biodiversité dans nos régulations, dans nos têtes probablement déjà, dans nos systèmes bien sûr. Et on voit quand même une intention et une volonté des Nations Unies de ne pas lâcher. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que l'Alliance ONG Nations Unies, elle porte à bout de bras vraiment ces questions. Alors, on ne peut pas ne pas faire un focus sur l'Europe parce que c'est à Bruxelles que se décident en ce moment énormément de choses et des choses très sérieuses sur lesquelles on va revenir très structurantes pour nous. Et j'insisterai sur quelques éléments plus partiels, pas anecdotiques, mais enfin plus ponctuels, venant de quelques acteurs, et on va se projeter sur 2023, si vous voulez bien. Dans cette actualité, je cite une initiative qui a démarré aux Nations Unies, justement, qui est intéressante, qui est la recherche d'un traité donc engageant les États sur la réduction des plastiques et qui pose toute la problématique aujourd'hui des écarts de gestion, des intérêts différents entre les uns et les autres et autres face à un problème que l'on ne sait plus traiter sur le plan écologique. Hein. On en reparlera. C'est une initiative tout à fait fondamentale. Donc, point 1 de l'actualité, c'est intéressant de noter que vraiment, quand même, en dépit des critiques, en dépit de leurs faiblesses, en dépit vraiment d'être un tapis sur lequel on s'essuie les pieds, les Nations Unies euh, tiennent. Elles tiennent, elles portent, il y a une machine quand même qui essaie de faire avancer les choses. Les propos de Guterres sont quand même très significatifs. Les études sont très sérieuses et les organisations, alors en l'occurrence pour Montréal, c'est l'IPBES qui fait avancer les choses. Voilà. Donc, le sujet a été posé, vous l'avez tous en tête, et aujourd'hui de savoir ce qui va en sortir. Et alors, je ne reviens pas à ce stade
simplement sur les diagnostics que vous connaissez, sur la détérioration très considérable, croissante d'année en année des écosystèmes. Simplement, ce qui est intéressant dans la négociation actuelle, c'est que l'objectif 30-30, c'est-à-dire 30% d'espace terrestre et d'espace marin à préserver, à sanctuariser, elle fait son chemin. Elle fait son chemin. Il pourrait y avoir l'Europe la soutient. On n'est pas loin probablement de pouvoir en accepter le principe. Après, sur les modalités, c'est encore une autre négociation. Mais de même que l'enjeu de déforestation, je pense, et protection des zones sensibles est acquis, que la question en revanche des pesticides n'avance pas. Que côté entreprise, ben, il y a un outil qui suit la TCFD, qui est la TNFD, qui se met en place, qui est intéressant, qui est un progrès, tout ça avec des aspects de dimension sociale aussi qui ne sont pas absents. Donc, on voit bien que Montréal va être plein de déceptions, va être plein d'insuffisances, mais le dossier et le rapport de force se construit lentement avec un débat sur lequel il y a une polémique récente avec la France notamment, qui prolonge la controverse de Sharm el-Sheikh sur les fonds. OK, pour avoir des fonds, dommages-préjudices, des fonds de transfert, mais dans quelles conditions? Qui les pilote? Qui les gère? Etc. Et ça, c'est une problématique de captation des ressources, sur quelle base et autres, sur lesquelles les enjeux internationaux vont être très forts et vont se télescoper avec les autres enjeux géopolitiques. Tant de l'énergie, on va en parler, que aussi des rapports politiques entre les blocs. Donc, on a une sorte de complexification un peu du jeu et en même temps, tout revient à la question, est-ce qu'on est capable de s'entendre sur des outils opérationnels? Pour l'instant, on est vraiment dans l'attente. Donc, au-delà de ces rendez-vous qui construisent une très lente maturité du système mondial pour faire face à ces enjeux critiques, plutôt pas bien, faut le reconnaître, on est dépassé par la situation. On a une Europe, une Union européenne qui prend ses responsabilités tout en étant confrontée très, très fortement à la question de sa compétitivité. Et là, on voit bien que le dossier, ben oui, l'économie européenne veut bien prendre, et le budget européen veut bien prendre en charge des choses, mais si on est les seuls et si en même temps on subit les contraintes des autres blocs, nous allons être perdants. Et ça, c'est très préoccupant aujourd'hui et ça peut affaiblir les rapports de force au sein de l'Union. Alors, on ne peut pas dissocier aujourd'hui les décisions qui ont été prises, donc l'accentuation de la responsabilité européenne à Sharm el-Sheikh, on en avait parlé un peu en novembre, mais en même temps de la question énergétique qui est encore hier au Conseil européen plutôt prise en charge globalement pas si mal, même si on ne s'entend pas sur tout, mais on voit bien que l'Europe ne lâche pas sur l'objectif de durabilité, sur le Green Deal, on ne lâche pas, on en profite pour accélérer, on est même pris au piège un peu de cette rupture, en réalité imposée, qui nous fait faire le saut beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait voulu ou espéré. La faute à la Russie notamment, mais l'indépendance énergétique, le passage au renouvelable est une volonté qui fait son chemin dans l'Union très, très fortement en ce moment. Il faut le saluer. Voilà. Alors, la question, c'est que évidemment, on ne peut pas s'imposer une double peine, c'est-à-dire à la fois avoir un système énergétique qui nous coûte les yeux de la tête et en même temps nous rentrer dans une économie verte qui ne serait pas dans les règles de l'échange aujourd'hui tellement valorisée, puisque la position américaine, l'IRA, plus les subventions chinoises et autres, mettent tous nos efforts en risque aujourd'hui. Donc ça, c'est un contexte particulièrement compliqué pour les Européens d'imposer ceci, de faire de l'exemplarité sans
certaine manière, en être victime aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'on va savoir avancer là-dessus? Ce qui est intéressant, c'est que l'Union est plutôt forte là-dessus. Elle a surmonté un certain nombre de divisions et les opinions, je vais y venir, les opinions suivent pour l'instant assez bien. Bah, et le risque d'éclatement de division là-dessus de nos sociétés n'est pas la bonne hypothèse aujourd'hui. Et c'est ça qui est réconfortant quand même dans ce contexte. Voilà. Alors, je rappelle pour information, puisque c'est l'intérêt de nos rendez-vous, c'est de lister un peu les points fondamentaux qui se sont passés. Donc, dans cette nouvelle dimension du Green Deal qui doit maintenant renforcer son impact en termes de compétitivité au lieu de le voir se dégrader, c'est quand même ça la problématique européenne. Bon, les décisions de l'Union sur la déforestation importée, ça, c'est très important. Le principe enfin voté de la taxe aux frontières, la CBM, donc ça, c'est un acquis. Après, les problèmes de modalité sont immenses. Hein, et du reste, pour nous, entreprises, la question est de savoir si vraiment les mesures, on va en parler avec cette révolution des ESRS, Florence Prieuré tout à l'heure nous dira ce qu'il faut en penser, elle pose la question, est-ce que les entreprises à travers ces mesures renforcées, vont pouvoir négocier un peu leur capacité à échanger ou pas. Hein, ça, c'est intéressant de savoir si les liens vont se faire. Bon, la directive vigilance a été revue. En deçà, on a sorti un peu le secteur financier, on a réduit un peu le champ, bon, mais l'esprit est là, mais je dirais l'outil de principe est quand même maintenu et on est dans la discussion avancée. C'est un texte très, très important. Et sur la finance durable, avec SFDR, il y a des ajustements qui sont en train de se faire, des discussions. Pour ceux qui suivent ça, sur l'article 9 notamment, il y a beaucoup d'éléments qui ont été qui sont convenus de modifier et de changer. Donc, on voit que aujourd'hui, on a un paysage réglementaire de compliance européen qui est un rouleau compresseur, incontestablement. L'arrivée, donc publiée aujourd'hui même au JO de l'Union européenne des ESRS, est une révolution. Maintenant, on n'est plus dans de la transparence sympathique, empathique, on est vraiment dans une obligation d'information certifiée d'une grammaire comptable qui va s'imposer et qui est compatible avec ce qui se fait aux États-Unis, avec le travail de l'ISSB, dans son esprit, en tout cas, et tout ça, quand même, progresse sur le fond. Bah, avec beaucoup d'inconnus et évidemment, sur l'applicabilité de tout ça, mais les délais ne sont pas déraisonnables non plus. Donc, on peut penser que on va vers cette nouvelle entreprise durable telle que l'Union, par petites touches successives, enfin, grandes touches successives, l'organise et lui met des cliquets tant sur la chaîne de valeur que sur la transparence, que sur la circularité, que sur la composition de l'offre, etc. Voilà. Donc, on est quand même dans un paysage qui est extrêmement tiré par la macroéconomie. Ça n'empêche pas que les acteurs avancent. Je mets là le label européen qui essaie de faire son chemin, qui exprime ceci. Et je voudrais citer quelques exemples d'initiatives donc ponctuelles, micro, qui ont été intéressantes ces derniers temps et qui vont dans le sens soit de problèmes qui sont là toujours, soit d'acteurs qui vont plus vite que d'autres. L'éco-score, bon, dans le textile, c'est une initiative intéressante. En France, notamment, au niveau, c'est prolongé ensuite au niveau européen, les REP, donc les organismes se multiplient et augmentent. Alors, côté de la finance, il y a des acteurs, alors on va dire, on voit ce qui se fait chez nous, Amundi, Crédit Agricole, je les cite parce que ce sont des démarches significatives, importantes, de décision pour aller dans le bon sens. Rejoint du reste par un acteur qui avait beaucoup régressé ces derniers temps, qui est HSBC, et qui, pour autant, là, vient de reprendre des décisions sur son rôle dans la
l'économie pétrolière pour essayer d'en sortir. Et ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis, et je pense que Éric Archambault, s'il a pu nous rejoindre, nous en parlera, on a quand même ce greenwashing montant. Alors, Vanguard est sorti de l'Alliance pour le climat et je parlerai peut-être tout à l'heure de BlackRock qui a décidé, là aussi sous la pression notamment de fonds d'État, hein, type Floride et autres, de relâcher un peu la pression. On a un débat américain là qui est assez préoccupant, effectivement, sur ce sujet. Voilà. Alors, bon, je signale quand même le rapport de l'AMF, mais là, qui dit qu'en France, finalement, on n'avance pas si mal sur la prise en charge de ceci. Je pense que c'est assez factuel et je serais heureux d'entendre Florence Prieuré le commenter. Moi, je trouve qu'on est un peu dans l'autosatisfaction là, à ce stade-là. Enfin bon, ce qui est à noter quand même, alors sur le front fiscal, vous avez vu donc le Conseil européen a maintenant rejoint l'accord sur la fiscalité minimum et tout ça va se joindre. Hein, tout ça va se rejoindre. Bon, voilà. Je note pour l'anecdote, d'une certaine manière, que Nespresso, parce que ça fait des années et des années qu'ils se battent sur leurs capsules d'aluminium, en disant, regardez, on va réussir à recycler, à refaire et tout. En réalité, il n'y a rien. Et donc, a rejoint aujourd'hui, contraint les capsules compostables et végétales. C'est intéressant de voir que ce que les ONG disaient il y a 10 ans, ben, aujourd'hui, ça se révèle vrai. Bon, voilà. Bon. Alors, simplement, deux petits signaux pour là aussi rentrer dans le paysage. Ce qui est intéressant dans le challenge qui copie le classement de Harvard Business Review pour faire la performance durable des entreprises, après avoir hésité des années sur ce truc, a choisi 6 indicateurs. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est un choix, mais c'est intéressant qu'un magazine économique, aujourd'hui, arrête simplement de classer ces entreprises simplement sur leur valeur actionnariale. Il a et puis alors une décision très importante de jurisprudentielle en France en tout cas, mais qui est aussi à la Cour de justice européenne dans le même esprit aujourd'hui, c'est la décision du Conseil d'État que son vice-président Didier Tabuteau a expliqué en disant, nous maintenant, on juge pas, on va juger sur la réalité de ce qui est fait au regard des engagements pris, et donc sur les trajectoires, et donc sur la crédibilité de l'action, et pas simplement sur le fait qu'il y a des choses qui sont engagées sur le front climatique, mais est-ce qu'on est raccord dans la dynamique avec… C'est un principe de droit là qui se précise, qui est extrêmement conséquent. Alors, où nous emmène, pour conclure, où nous emmène de 2022 pour l'année qui vient par rapport à toutes ces tendances, quelques-unes que j'ai essayé là de rappeler. Moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que on voit bien que la fracturation géopolitique, elle est partie pour un long moment et elle s'organise et donc elle entraîne les entreprises dans le sillage. C'est absolument clair là-dessus. Que la pression de la société aussi est en train de peser sur, je dirais, un certain esprit un peu libertarien qui pouvait exister jusqu'à maintenant dans un business où la tech était l'alpha et l'oméga. Et là-dessus, encore une fois, Éric Archambault nous commentera un peu ce qui se passe. Il connaît parfaitement la Silicon Valley, un peu ces dilemmes qui sont là. On avance, je trouve, sur la capacité à se percevoir et à mieux mesurer notre empreinte environnementale. Ça, c'est vraiment des textes qui vont maintenant être incontournables dans le suivi de nos entreprises et donc qui vont rentrer dans les mécanismes de régulation parce qu'ils sont désormais de plus en plus objectifs. Et puis, on voit que cette chaîne se construit de l'épargnant consommateur au salarié au citoyen à travers tous les mécanismes, alors que c'est ça qui manquait jusqu'à maintenant. Voilà. Je disais que l'opinion aujourd'hui suit, apparemment oui, notamment dans la sobriété énergétique, à voir dans les mois qui viennent, mais l'opinion considère qu'il faut avancer dans le sens de cette économie écologique et durable, et pour autant qu'elle soit socialement acceptable. Alors voilà, on aura
on a devant nous en 2023, sur tous ces terrains, des débats très, très lourds. Cette affirmation du modèle européen, notamment versus États-Unis et Chine, cette question de la structuration d'application loyale par les entreprises de tous ces éléments et de sortir d'un ESG un peu confus. L'Union, du reste, est en train de s'en saisir. Bon, probablement qu'il y aura là une régulation qui va se mettre en place. Dans les modèles économiques, des renoncements qui s'imposent. Dans le partage de la valeur, monter le débat là où il doit être, c'est-à-dire sur les questions de marge, de profit, etc., au regard de tout ceci. Et on voit bien qu'on n'est qu'au début de transformations très, très, très lourdes, mais tout ça va se télescoper, va se rejoindre entre comment ne pas tomber dans un protectionnisme aveugle, comment tenir compte des efforts qui sont faits par les acteurs ici et là, et trouver peut-être au niveau international, alors en tout cas au niveau occidental d'abord, dans des négociations avec la Chine notamment, des accords là-dessus. J'aime bien je pris quelques citations dans les médias. Un Luc Ferry qui dit oui, ben, aujourd'hui c'est la question de société, elle est autour de ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences pour les démocraties de leur capacité ou non à gérer ces enjeux-là. Et c'est ça, c'est ça qui compte beaucoup. De ce point de vue-là, la guerre en Ukraine est un marqueur fondamental pour nous. Si nous n'arrivions pas à faire en sorte que les Ukrainiens s'en sortent comme ils doivent s'en sortir, ce serait pour nous un effondrement de toutes nos valeurs. Et donc, on voit bien que tout ça se joue aujourd'hui de mois en mois, pas simplement sur la bonne volonté des acteurs ici et là, mais sur des rapports de force qui sont devenus extrêmement violents, extrêmement importants et qui vont nécessiter des coalitions d'intérêts, business, État démocratique, société. Voilà. Donc, je termine là-dessus. Je vous signale quelques livres, comme je le fais chaque fois, qui sont sortis. Notre ami Dominique Bourg, qui a fait un formidable petit tract de chez Gallimard, Chaque geste compte, qui se lit aussi vite qu'avec plaisir. Le livre du meilleur expert français aujourd'hui sur la finance verte, donc, qui est à la Banque de France, Jean Boissineau. Et puis, un livre intéressant sur la géopolitique des entreprises. Et maintenant, il est temps que je passe la parole à nos experts pour qu'ils challengent cette actualité que j'ai survolée à l'instant, en leur demandant d'approfondir aussi, au vu de leur expertise, comment ils voient les phénomènes importants. Alors, Florence Prieuré, merci beaucoup d'être là. Vous avez fondamentalement travaillé à l'AMF depuis des années, aussi rencontré pas mal et vous avez fait un énorme travail de défrichage à l'AMF sur toutes ces questions. Vous allez nous dire comment vous voyez l'irruption des ESRS comme une étape nouvelle et pas, et à mon avis, une étape très, très, très importante et pas banale du tout. Ce n'est pas un texte de plus. Et ensuite, s'il nous entend et s'il est là, parce qu'il avait ce matin un problème de transport important, Éric Archambault, Je suis là, je suis là. merci. Alors, ravi de t'entendre, Éric, et de t'avoir. Je ne sais pas si tu es aux États-Unis, en Europe, où tu es, mais tu es partout. Et tu es surtout dans la tech qui agit, prend des initiatives, se soucie de ses impacts, etc. Donc, tu vas aller peut-être un peu plus loin que même ce que ce qu'on sait aujourd'hui et ce que tu peux nous dire, ça serait bien. Tu as publié récemment, donc, Costing the House, un très bon travail de narratif sur tout ce qui se passe là. Et donc, on va t'écouter aussi là-dessus. Florence, je vous passe le floor tout de suite. Et vers 11 heures, donc sur 15 minutes, Eric prendra le relais pour élargir au paysage international et au paysage de la finance engagée. Merci à vous deux. Bon, bonjour à tous, merci à Ecolern et à Patrick Lumière en particulier de m'avoir accueilli dans votre partage ce matin. Donc, je vais évoquer effectivement l'arrivée des ESRS dans le paysage plus global de l'évolution de la réglementation boursière sur tout ce qui est finance verte.
Donc, il faut que je partage mon écran. Oui, ou Antoine va vous le mettre. Est-ce que ça fonctionne? Antoine, on peut afficher les slides de Florence à la place de mienne. Et donc, moi, je fais arrêter le partage. Voilà. Antoine, je vous laisse mettre les slides de Florence. Alors, allez-y, Florence, est-ce que vous les avez? Vous les avez reçus ce matin, Antoine. Vous les avez. Ou Je les ai Florence. aussi. Alors, allez-y. Sinon, moi, j'avais mis partager l'écran, mais… Allez-y, décidez. Oui, est-ce que ça marche pour vous, Florence? Voilà. Alors, votre navigateur bloque l'accès à l'écran partagé. C'est bon? Voilà, il faut que je prenne EcoLearn Webinar, c'est ça, hein? Antoine, je suppose. Et je fais autoriser, voilà. On y va. Pardon pour la petite manip qui est un peu… voilà. Est-ce que ça fonctionne? On voit votre écran, Florence, oui. On y va. Antoine, Et maintenant, vous pouvez vous mettre sur la présentation et ça devrait marcher. Voilà, là, je me suis mis sur la présentation. C'est bon? Non, là, on voit simplement votre navigateur. Je vais m'occuper du partage d'écran dans ce cas. Allez, occupez-vous, s'il vous plaît, Antoine. Prenez la main. Oui. Ne perdons pas trop de temps là-dessus. Quelle est la slide qui vous intéresse, Florence? Voilà, la première. Donc, bon, je vais commencer par le début. Donc, simplement dire, évoquer, est-ce que ces nouveaux standards SRS dans le paysage de tous les nouveaux textes européens dans la finance verte, est-ce que ça répond aux problématiques d'information dans le domaine extra-financier et quels bénéfices on peut en attendre? Alors, je commencerai par la déclaration de la commissaire européenne au moment de l'adoption des ESRS, qui est toute récente, qui date de fin novembre. Donc, comme Patrick Dumire l'a rappelé, qui ont été publiés ce matin au JO de l'UE. Et donc, ces standards créent une sorte de rupture dans le sens où on est vraiment pour la première fois en mettant sur un pied d'égalité l'information financière et extra-financière. Pied d'égalité, pourquoi? Parce qu'on va avoir des normes très précises, d'une part, qui évidemment doivent s'appuyer sur des process internes qui vont être précisés. La CSRD prévoit la revue de la pertinence des informations financières par les comités d'audit, sur un audit systématique aussi de ces données, et enfin sur une communication publique et large comme pour les informations financières. Je dirais même qu'on pourrait dire que les ESRS vont au-delà de l'information, des règles d'information financière, puisque en plus vous avez une obligation de donner des données prospectives, ce qui n'est pas le cas en termes d'information financière. Alors, pourquoi un tel boomerang et une telle précision dans ces standards? Parce qu'on était dans un contexte où la donnée était considérée comme imparfaite. Alors, bon, vous avez dû en avoir conscience en finance, on a une prolifération de labels, de méthodologies pour afficher des produits dits green, sur base d'informations de base des activités qui sont financées, donc des activités des sociétés financées qui répondent à des obligations qui étaient jusqu'à présent pas assez standardisées. Donc, tout ça crée, au lieu de créer, on va dire, de l'engouement, peut créer aussi un manque de confiance de la part des investisseurs et donc être un frein au financement. Et donc, on a aussi la difficulté, en l'absence de standards, de mesurer quelles sont les trajectoires de référence pour accompagner la transition. Et puis, la nécessité d'avoir de bons outils de pilotage pour faire une transition effective. Je dirais, je le dis en introduction, mais je suis certaine que j'aurais envie de le redire en conclusion, la question du reporting, c'est pas, on ne fait pas un reporting pour faire
l'exercice du reporting. Il faut le faire généralement pour découvrir autre chose, en tirer de la valeur pour soi-même, pour ses relations avec les autres, pour sa prise de décision. Et c'est le point qui me paraît vraiment clé dans ces aspects d'évolution de reporting, c'est que ça doit aider aussi, accompagner à la fois une prise de conscience et la mesure, surtout la mesure des actions qui sont prises au fil de l'eau. Parce qu'on restait, et je pense qu'avec ces nouvelles normes ESRS, on va réduire un petit peu l'horizon de mesure des objectifs pris. Quand on prend des objectifs à long terme, si on n'a pas de milestone régulier, de mesures régulières et précises, et selon toujours la même référence, il est assez difficile d'évaluer si on avance réellement, à la fois selon la trajectoire qu'on s'est fixée, mais aussi au rythme où on s'est fixé. Et jusqu'à présent, c'était bien la difficulté de l'information extra-financière, c'était des objectifs qui étaient longs, avec des méthodologies qui étaient évolutives. Et là, je pense qu'on ne peut jeter la pierre à personne. L'information extra-financière, elle se construit en France depuis la loi NRE 2001. L'AMF fait des rapports sur l'information extra-financière délivrée par les sociétés cotées depuis 2010. Et on a une amélioration constante de l'information qui est donnée, mais elle s'est construite. Et se construisant, au départ, on n'avait déjà pas des périmètres complets, et on a aussi affiné les méthodes. Et puis en l'absence de standards ou avec des standards qui étaient trop vagues, l'AMF n'a pu que relever au fil des ans le fait qu'on ne pouvait pas vraiment comparer les données extra-financières entre les sociétés, à la fois par manque d'homogénéité de ces données et par manque de lisibilité des modes de construction de l'information. Donc c'est tout l'intérêt d'établir un standard. Dans l'opinion du régulateur, pardon, allez-y Florence, allez-y. Je voudrais qu'on aille notamment vers le paysage général que vous avez synthétisé. Oui. Donc, je passe très vite, du coup, sur les rapports AMF de novembre 2022, un sur la taxonomie, l'autre sur l'effet du risque climat dans les comptes. Les deux rapports relatent une fois de plus, y compris dans un nouveau paysage, les difficultés de comparaison de l'information. Alors, pourquoi on a aujourd'hui les ESRS? On a un cadre global qui a été poussé par le contexte général d'urgence climatique, de crise sanitaire, énergétique, etc., qui a généré une appétence des investisseurs pour des financements qui contribuent à la durabilité, un développement fort des produits de financement verts ou dits verts, parce qu'effectivement, il y a pas mal de greenwashing quand même, une connexion, alors cette année en particulier très forte, entre le financier et l'extra-financier. Bon, il y a des sujets immédiats de coût d'accès à l'énergie, aux matières, et puis les sujets de risque de transition et de risque physique qui évidemment augmentent, y compris dans leurs impacts sur les sociétés. Donc la Commission européenne a vraiment décidé, et c'est le Green Deal, de faire de la finance un levier d'action pour pouvoir promouvoir un système financier plus durable. Donc là, j'ai fait un petit schéma pour expliquer un petit peu pourquoi on a cette, entre guillemets, déferlante de réglementaire. On essaye de toucher tous les acteurs. Alors, le premier point, c'est de se dire si on veut orienter les financements vers des activités plus durables, il faut pouvoir mesurer l'effet de ces activités. L'effet des activités, en finance, ce sont les sociétés. Donc, on a d'une part la taxonomie qui va dire qui force les sociétés à donner quel est le pourcentage de leurs activités, dépenses CAPEX et OPEX, qui est dédié à des activités qui sont alignées avec le référentiel, c'est-à-dire qui contribuent de façon significative aux objectifs environnementaux. D'autre part,
pour et les sociaux, puis entreprises d'où notre et travail. sociaux. Mais la taxonomie sociale n'étant pas encore Voilà. en vigueur, c'est vrai que voilà. Et bon. avec cette idée, effectivement, de dire sur ce schéma qui est de dire on peut contribuer significativement à condition seulement de ne pas détruire de façon significative un des autres objectifs. Alors, typiquement, en environnement, vous avez atténuation, adaptation au climat, utilisation, enfin, l'eau, l'économie circulaire, la réduction de la pollution et la préservation de la biodiversité. C'est un point très important parce que quand les entreprises sont face à des choix de trajectoire climatique, ce qui arrive le plus souvent, c'est de voir effectivement faire des choix parfois cornéliens entre un sujet de protection des emplois et également un sujet entre climat et biodiversité. Un sujet qui revient très souvent parce que effectivement, dès qu'on change les process, généralement, on va taper dans de nouvelles ressources et donc une trajectoire climatique positive peut passer par ou pourrait avoir l'idée de passer par des points qui affecteraient sensiblement la biodiversité. C'est pour ça que cet équilibre de dire il ne faut pas nuire significativement à l'atteinte d'un autre objectif très important dans la taxonomie. Donc, cette taxonomie, elle donne une référence pour dire quel est le pourcentage de vos activités qui sont alignées. Évidemment, c'est une information qui est peut-être un peu courte, même si elle a l'avantage d'être très facile, hein, c'est un chiffre. Et donc, on a CSRD qui prévoit des informations ESG beaucoup plus standardisées que précédemment sur l'ensemble des sujets environnementaux, sociaux, gouvernance. Il ne faut pas oublier la gouvernance parce que bon, je travaille beaucoup sur les sujets de gouvernance qui bougent beaucoup en ce moment, bon, avec la perspective de devoir de vigilance européen, mais pas seulement, avec cette notion que si on a une bonne gouvernance, ça contribue à ce qu'on puisse avoir une bonne trajectoire environnementale et une bonne prise en compte. Mais Florence, ça a été limité quand même dans les travaux d'EFRAG, ça a été limité à la parité, ça a été limité aux questions de rémunération. On n'a pas été très très loin quand même. On n'a pas travaillé sur les questions de mission, de choses comme ça. On n'a pas été très loin. Non, pas sur les entreprises à mission. Cependant, au niveau de l'EFRAG, c'est-à-dire des standards ESRS, oui, mais ceux-ci, ensuite, on a quand même derrière des missions spécifiques qui sont données au comité d'audit pour s'assurer de la pertinence et de la cohérence de l'information extra-financière. Et donc, on commence à faire remonter les choses qui vont ensuite s'imbriquer avec le devoir de vigilance sur une responsabilité de plus en plus forte que les conseils d'administration doivent prendre à l'égard de ces sujets. Donc, finalement, entre la taxonomie et CSRD, avec le référentiel ESRS, et pour donner des informations qui vont être suffisamment standardisées pour être utilisées par les acteurs du marché, que ce soit des gérants, des investisseurs divers, les entreprises d'assurance, les conseillers en investissement, qui, eux, ont eux-mêmes une modification importante qui est qu'on doit, avant la commercialisation d'un produit financier, décrire les principaux impacts négatifs de ces activités. Et puis, ça s'organise également au niveau de la gouvernance produit, donc dans la gestion collective, c'est-à-dire que la gestion collective disposant du pourcentage d'activités alignées des sociétés dans lesquelles elle est investie peut elle-même établir sa politique d'investissement et avoir des produits, vous avez sans doute, on en a parlé tout à l'heure, entre article 8 et article 9, light green ou plus green. Donc, ça permet de classifier les produits selon les objectifs d'investissement et avoir une exigence d'information qui est en lien. Et ce schéma, bien sûr, c'est juste pour expliquer qu'en fait, ce qu'on veut, c'est avoir
vraiment la trajectoire entre les acteurs, entre ceux qui, au départ, ont des impacts, ce sont les sociétés à travers leurs activités, et ceux qui voudraient investir dans des activités qui répondent à cela, pour cesser un petit peu cette rupture qu'il y avait entre, d'un côté, des sociétés qui reportaient sur certains éléments et d'un autre, des fonds, des proliférations de labels qui disaient qu'ils étaient verts, durables, etc., pour des raisons qui pouvaient être complètement déconnectées. Hein, c'est pour avoir une approche globale et du coup souhaiter plus efficiente, hein, de transition vers une économie durable. Donc la taxonomie, comme elle adresse aujourd'hui la partie environnement, elle a 3 visées essentielles dans cette partie environnement sur l'alignement, c'est accroître les financements d'activités bas carbone, restreindre les financements des actifs émetteurs de CO2 et évidemment s'assurer de la compatibilité de l'ensemble des flux de capitaux avec les objectifs climatiques, donc aller jusqu'au bout, bien jusqu'à la séquence décision d'investissement pour avoir une vraie effectivité. Alors, est-ce que, Florence, pardon, vous coupez, est-ce que sur cet esprit et cette articulation d'ensemble étant précisée, est-ce que vous avez confiance dans l'applicabilité de tout ceci qui vient d'être annoncé et donc fait un peu peur? Est-ce que, alors, la certification est obligatoire et ça, c'est une évolution aussi très importante en Europe, bien pas sûr. pas en France. Bien sûr. On voit bien que chaque fois qu'on a un nouveau référentiel, on a des difficultés. Confère le rapport de l'AMF cette année sur le premier exercice taxonomie, des problèmes d'interprétation du texte, que le texte ne correspond pas toujours au découpage opérationnel des activités des sociétés, donc il faut faire des hypothèses, adopter des clés de répartition. Donc finalement, on arrive à quelque chose qui n'est pas si standardisé que ça en avait la vocation, hein, puisque la taxonomie, elle fonctionnait avec le code NAS, donc normalement, bon, c'était vraiment un standard. C'est un petit peu la vocation des ESRS aussi, c'est d'avoir des standards très simples, enfin très précis dans leur modalité de calcul. Si je donne un exemple, vous parliez tout à l'heure de la mixité. Bon, ben, par exemple, les ESRS demandent la mixité du conseil d'administration. Et ils demandent la mixité sur la totalité du conseil. Bon, en France, il y a à la fois l'obligation d'avoir des administrateurs salariés et en même temps, les administrateurs salariés ne sont pas comptés dans le calcul de la mixité. Donc, on va avoir d'éventuelles petites distorsions d'informations sur des sujets. Forcément, un nouveau référentiel n'est pas tout de suite immédiatement très efficace. Mais c'est quand même un chemin. C'est d'abord le chemin, je dirais, d'une prise de conscience, parce que quand on fait son standard fait par quelqu'un d'autre, ce n'est pas tout à fait la même chose. On applique quelque part une autre vue dans la collecte de ces données. Et donc, je pense que les sociétés peuvent elles-mêmes, à travers ces nouveaux standards, réaliser des points d'action utiles. Mais c'est vrai que ça va forcément prendre du temps. Florence, pour aller vers la conclusion, est-ce que vous avez le sentiment que ce schéma qui se veut compatible, hein, qui a été quand même revu largement, il a été revu largement, alors il a une faiblesse, c'est qu'il n'est pas très PME et que le sujet PME est devant nous, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a été vu en compatibilité avec l'ISSB qui va annoncer prochainement ses propres standards? Est-ce que vous avez confiance dans l'interopérabilité des deux, comme on le dit? Oui, enfin, je pense que, si vous voulez, Patrick de Cambourg, j'ai entendu dire, on est avec les ESRS, qu'on était en 2005 avec les IFRS, vous savez, ils avaient créé une stable platform, c'est-à-dire ils avaient dit, notre référentiel n'est pas parfait, mais on va le mettre en application et on va le revoir et l'adapter au fur et à mesure, ce qui a été fait et ce qui a relativement fonctionné. Donc, moi, là-dessus, j'ai confiance. Je dirais, mon principal point d'inquiétude, c'est, vous voyez, là, on a 84 sujets.
84 thèmes qui sont abordés par les ESRS. On en avait 42 avec Grenelle 2 en France. On a vu ce que 42 items donnaient, c'est-à-dire une prolifération d'informations où on ne sait plus vraiment ce qui est matériel ou pas. Donc, cette question de l'appréciation de la matérialité, de la double matérialité, en plus dans les ESRS, est vraiment centrale pour moi. C'est-à-dire ne pas voir trop court, c'est-à-dire bien voir la double matérialité, hein, l'impact sur soi-même et l'impact pour la société, mais garder une notion raisonnable de ce qui est significatif. C'est d'ailleurs un des grands problèmes de l'information extra-financière, qui n'est pas forcément, à mon sens, résolu par les ESRS, c'est qu'on veut à la fois adresser un message à des financeurs qui ont une problématique particulière, mais on veut aussi adresser des messages à tout un tas de parties prenantes dans la société civile ou des organisations locales, etc. Et donc, finalement, on a une information qui est extrêmement, qui peut être extrêmement touffue. Et moi, je crois qu'on ne peut pas, dans les contraintes actuelles, c'est quand même difficile, il faut choisir ses combats, pour le dire court. Je pense que c'est très important de pouvoir réellement se fixer des thématiques sur lesquelles on va vraiment creuser, collecter, fixer des trajectoires fines et suivre leur avancement de façon fine, mais ne pas vouloir trop adresser. Je pense qu'un des enjeux des ESRS, c'est que si on se retrouve, comme on était avec Grenelle 2, avec des entreprises qui se disent, pour ne pas qu'on vienne me reprocher de ne pas avoir mis telle information, je vais décliner les 84 thématiques, on va être un peu perdu. Même si les ESRS prévoient des informations taguées et qui du coup pourront être utilisées plus facilement par la suite, on va quand même perdre le message. Moi, je trouve que l'intérêt du reporting, c'est vraiment d'en faire quelque chose en premier lieu pour l'entreprise, dans sa communication avec ses partenaires et dans sa définition de trajectoire. Et donc, on ne peut pas le faire sur une base trop large. Alors, on enverra vos slides à tout le monde parce qu'elles sont très précises et très utiles, Florence, pour aller un peu plus loin. Il y avait une question sur la sanction. Comme tous ces textes n'étaient pas associés à des sanctions, celle-là, elle est via la certification des comptes, en fait. C'est-à-dire que là, du coup, les commissaires aux comptes et les OTI qui sont chargés de vérifier ça, maintenant, devront mettre une réserve très forte s'ils ne sont pas satisfaits sur le reporting extra-FI. Hein. Oui, alors sur la sanction, je dirais que ce n'est pas forcément nécessairement pour dire des commissaires aux comptes qui sont sanctionnés, bon, il y en a, mais c'est assez rare. C'est plutôt l'évolution vers une sanction de la fausse information financière. Oui, oui. Parce que c'est très difficile de sanctionner une fausse information quand vous n'avez pas de référentiel précis. Une fois que le référentiel est précis, c'est plus facile de dire vous avez dit que vous donniez cette information conformément à ce référentiel-là, alors qu'en fait, vous ne le respectiez pas. Donc, les autorités de marché vont être très sollicitées et leur prochain rendez-vous, c'est avec l'autorité européenne, l'ESMA, qui va essayer de voir comment tout ça s'applique. Florence, on reviendra dans les questions-réponses là-dessus. Je voudrais, au nom un peu de mon timing, passer un peu au regard côté international avec Éric Archambault, qui est à la fois un acteur de l'investissement, je le rappelle, mais présent à la fois actif depuis de nombreuses années aux États-Unis comme en Europe, et qui a une vision très focalisée en même temps sur la tech engagée, notamment dans le domaine agroalimentaire. Et donc, comment Éric voit le contexte aujourd'hui un peu de cette finance à impact, très, comme l'a dit Florence, quand même très critiqué pour son greenwashing ici et là, par notamment les autorités de marché et autres, avec des fonds qui sont pas toujours très un peu opaques. Comment il voit ces évolutions et les tendances positives et les forces-faiblesses du contexte, Éric, en nous rappelant ton activité au départ. Merci encore une fois d'avoir surmonté les handicaps du transport. Oui, ça arrive malheureusement de plus en plus souvent. Alors, oui, déjà, pour rappeler, effectivement, depuis quelques années, nous avons lancé une société d'investissement en capital risque qui est spécialisée, qui est focalisée sur le domaine de l'agri-food tech.
et qui va de la biologie des sous-sols jusqu'à la biologie humaine, en passant évidemment par l'agriculture, la transformation alimentaire, la distribution, la gestion des déchets, la gestion, la gestion du packaging autour de tout ce qui est nourriture, etc. Donc, on a une vision d'ensemble de tout ce secteur et de toute cette chaîne de valeur. On a grossi assez vite. Entre deux côtés de l'Atlantique, on a à peu près 1 milliard d'euros ou de dollars aujourd'hui, ce n'est pas tellement différent, sous gestion, ce qui fait de nous quand même un assez gros, on a une quarantaine de personnes. Donc, je mentionne ça parce qu'on intervient aussi un petit peu en Asie, et donc on a une vision assez panoramique de ce secteur, des avancées et évidemment de certains challenges qu'on a à faire avancer le secteur agroalimentaire, mais je reviendrai. Bon, je vais pas trop commenter sur tout ce qui est régulation et framework, puisque Florence l'a fait avec beaucoup plus de savoir-faire que moi. Juste 2-3 points. On a vu depuis... Nous, on était vraiment des pionniers dans notre secteur, surtout en capital risque, pendant assez longtemps. Je pense qu'il y avait peut-être 1 ou 2 autres acteurs entre les États-Unis et l'Europe. Depuis 1 an et demi, on voit un foisonnement de généralistes qui nous ont surpris parfois par leurs claims, en disant nous sommes l'engagement. Voilà, l'engagement. Non, leur publicité, on va dire. Oui, leur annonce. Voilà, leur annonce, nous sommes des investisseurs impact, article 9, etc. Et c'est vrai que ça, bon, on a une petite interrogation quand même vis-à-vis à la fois de leur cible d'investissement et de leur pratique. Parce qu'en général, toujours aujourd'hui, nous sommes en général les seuls au niveau corporate governance par rapport, par exemple, à exiger dans les entreprises dans lesquelles nous investissons d'avoir au niveau du pacte d'actionnaires, au niveau des règlements internes des sociétés, des obligations de comportement et de reporting, etc. Et donc, déjà là, on voit qu'il y a quand même pas mal d'acteurs, soi-disant impact, qui ne vont pas tout à fait ou pas du tout au bout de ce qu'ils devraient faire. Mais ça, bon, je referme la parenthèse. Ah, mais c'est très important, c'est très important. Oui, c'est très important parce qu'il y a encore quelques mois, dans un conseil d'administration aux États-Unis, les investisseurs américains qui étaient à côté de nous dans cette entreprise, qui par ailleurs a tous les bons critères pour être une entreprise à impact, étaient très critiques de nos demandes de reporting ou même de focalisation sur certains points. Et c'était assez intéressant. C'était vraiment, point de vue culturel, très marqué. Je vais revenir juste sur ce point. en particulier sur ce point et un point que tu mentionnais sur la responsabilité sociétale des grands de la Silicon Valley, que j'ai côtoyé pendant très longtemps, pendant plus de 20 ans là-bas. Et justement, quand toutes ces sociétés, compris Google et Facebook, c'était pré-Facebook, mais Google était encore une toute petite entreprise, je connais bien les fondateurs, et on était dans une petite bulle qui vendait des produits, des solutions à d'autres sociétés qui restaient toujours dans ce domaine de la tech. C'est-à-dire qu'on faisait de la tech pour la tech. On faisait des semi-conducteurs, ce qui permettait d'avoir des produits qui étaient plus rapides, des ordinateurs plus rapides, mais ça restait de la tech pour la tech. On faisait des logiciels entreprises qui étaient essentiellement de la tech pour la tech. Donc, pendant très, très longtemps, cette culture qui est une culture libertarienne, qui est celle l'exemple maximum, c'est Elon Musk. Cette culture de la Silicon Valley a perduré pendant très longtemps avec une forme de naïveté entretenue qui était de dire du moment que ce qu'on fait est rapide et fait gagner du temps et de l'argent à tout le monde, peu importe ce qu'on fait, il n'y a pas de responsabilité. On n'a pas de responsabilité sociétale. Voilà. Or,
pendant les 15 dernières années, on a eu une explosion et un débordement des applications de cette technologie, avec en particulier l'intelligence artificielle, mais pas que. L'explosion d'utilisation des objets connectés qui a mis Google au centre, qui a mis Facebook au centre. Et à l'intérieur, réellement, les gens étaient vraiment sincères pendant très longtemps en disant « Non, on n'a pas de responsabilité ». Alors évidemment, on peut voir ça de l'extérieur en disant c'est très hypocrite ». Ça l'est, mais ça part quand même de quelque chose qui est… Imaginez 2 secondes que personne ne fasse d'escalade avant 1900 ou avant 2005 en dehors de Chamonix, et qu'à Chamonix, la compagnie des guides disent « Nous, on est auto-régulé, c'est-à-dire que peu importe ce que font les gens, etc. » Puis tout d'un coup, tout le monde se met à faire de l'escalade sur les buildings de toutes les villes du monde, etc. Il va falloir amener un peu de régulation. Mais vu la Silicon Valley, qui est ce petit Chamonix de la technologie, pour eux, ils commencent juste à voir qu'effectivement, tout le monde est en train d'escalader dans le monde, partout, n'importe quoi, et qu'il faut faire quelque chose à propos de ça. Et c'est quand même très important à se souvenir de cette culture initiale qui reste un peu comme le bruit initial dans l'univers. Donc ça, c'est important. La deuxième, c'est que nous, donc, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on avait pas mal de fonds sous gestion. 95% de ces fonds viennent d'Europe. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on continue, même dans les institutions, dont je tairai les noms, des endowments d'université, des grandes fondations bien connues, on continue à avoir ce dogme de dire on sépare là où on gagne de l'argent et là où on fait du bien. Donc, c'est vraiment leur façon de voir, qui est évidemment, aujourd'hui, tous ceux qui sont autour de ce webinaire, je pense, réalisent qu'il faut aligner les investissements avec la mission surtout d'une fondation ou d'un endowment qui a pour but, parfois même, d'avoir un impact social positif, un impact environnemental positif, et ne pas se soucier de ce que fait le bras armé de cette fondation ou de cet endowment, qui va allègrement aller trouver le rendement maximal, sans se soucier du tout des impacts négatifs sur la société. Et encore aujourd'hui, en 2022 et probablement en 2023. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est fondamental. C'est fondamental. Je pense que la réglementation en Europe, et en particulier l'utilisation de cette taxonomie, de l'article 9, l'article 8, etc., fait qu'on a quand même des institutionnels qui sont de plus en plus guidés, je ne dirais pas guidés, mais en tout cas, c'est une bonne raison pour eux d'aller dans cette direction. Je pense que les gens qui sont derrière sont conscients des enjeux et souhaitent le faire. Et si on n'a pas ce cadre réglementaire qui vous permet de dire à votre conseil d'administration, aux gens qui regardent ce que vous faites, si, il faut le faire, et de toute façon, on est obligé de le faire. Donc, alors qu'aux États-Unis, on pourrait avoir quelques personnes qui disent on devrait le faire, mais tout le monde leur dit mais on n'est pas obligé de le faire. Et ça fait une énorme différence, je pense, dans la dynamique actuelle des flux financiers qui se dirigent vers l'impact investi. Oui. Et ça, tu le vois évoluer, tu vas nous en dire un mot, tu le vois évoluer avec les débats qui touchent notamment les pension funds, qui, au nom un peu de la responsabilité fiduciaire, disent c'est pas à vous, asset manager, qui devez, vous êtes trop pro-climat, qui devez décider des orientations, vous nous désapproprier de nos choix. Ce débat est très vif et très violent. Oui, tout à fait. Et comme je disais tout à l'heure, plus violent que peut-être il y a 3-4 ans où il y avait une forme de bénéfice du doute en disant peut-être qu'effectivement on aurait intérêt à faire quelque chose là-dedans. Ce conseil d'administration que j'ai eu il y a quelques mois, donc à l'automne 2022, était assez intéressant parce que les mêmes personnes qui auparavant, d'autres investisseurs en capital risque américains qui
auparavant voyaient ce qu'on faisait avec un œil peut-être un peu amusé et puis en tout cas intéressé en disant tiens, ça peut peut-être donner quelque chose, était là devenu très violent en disant Mm. c'est vous nous faites perdre du temps et de l'argent, donc Ouais. on voit pas l'intérêt. On voit pas D'accord. l'intérêt. Tu me diras comment on peut en sortir et je te laisse avancer sur l'évolution de l'impact investing, notamment dans la food tech. Comment tu vois les tendances en train de se mettre en place? Alors, si vous me permettez, Oui, je voulais passer. partager juste Oui, une slide qui vas-y, résume vas-y, un peu l'importance. n'hésite pas, Euh, n'hésite pas. alors, juste une seule slide, voilà. Je Voilà. vais partager ça. Euh, En fait, ça résume un peu l'importance de se préoccuper fortement de ce secteur de l'agri-food, hein, de l'agroalimentaire. Hein. Oui, Parce que quand on regarde aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de focus qui est fait sur, par exemple, sur les vols aériens. Il n'y a pas beaucoup de vols qui ne soient pas aériens, mais il y a toute l'industrie aéronautique. Oui. voilà, aéronautique. Les vols à l'intérieur français de moins de 2 heures, voilà, ceux qui ont été interdits entre Paris, Nantes et Lyon. Bordeaux. Ouais, Bordeaux, Lyon, Nantes. Ok, c'est bien, mais ça représente l'aviation en tout dans le monde, c'est à peu près 2 à 2,5% des émissions. Celle qui concerne les vols intérieurs en France, c'est probablement moins de 0, j'avais regardé, c'était moins de 0,4 ou 0,3%. C'est bien, c'est important, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un levier. Mais quand on voit que la réalité de l'impact de l'agriculture et l'agroalimentaire sur le bilan carbone, sur le bilan Bien. CH4, sur la perte de biodiversité. Alors certes, c'est beaucoup plus important au Brésil qu'en France, mais quand même. Et sur l'utilisation de l'eau. Alors là, c'est énorme aussi. Oui, oui. Et on a une résistance totale du système contre un changement. Soi-disant, on ne pourrait pas nourrir la population. Alors, peut-être que c'était vrai il y a 30 ans, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a développé des nouvelles technologies qui permettent de changer ça et d'avoir… Alors, il y a un coût de transition pour passer à une agriculture qui soit régénérative plutôt qu'extractive, mais on arrive maintenant à des rendements et des prix de revient, surtout depuis l'explosion du prix des engrais de synthèse à cause de l'utilisation du gaz, de l'utilisation des produits voilà, tout ça, tous ces produits phytosanitaires auxquels on gave les sols ont un coût qui devient de plus en plus prohibitif. Et pourtant, on n'en parle pas assez, on n'essaye pas assez de pousser cette nouvelle agriculture. Et c'est ça qui, aujourd'hui, je trouve, est quand même assez aberrant en France, en particulier en France. Il y a d'autres pays, la Hollande, le Danemark, évidemment, ce sont des petits pays, mais très agricoles, qui ont décidé de pousser pour cette transition. Donc, l'impact, quand on commence à mesurer l'impact des acteurs du secteur, on s'aperçoit qu'effectivement, cet impact est particulièrement négatif. Et je pense que, j'espère que ce changement, en tout cas, cette transition progressive vers un reporting qui va révéler l'impact négatif de beaucoup de sociétés vont permettre d'avancer. Et quant au niveau mondial, on vient juste d'investir dans une petite société très prometteuse. Alors malheureusement, elle est en Californie, à UC Davis, mais qui, par exemple, permet de changer la digestibilité des protéines, d'augmenter par un simple supplément alimentaire, de pouvoir extraire 30 à 50% plus de protéines. Enfin, en tout cas, la digestibilité des protéines étant augmentée, on a besoin d'ingérer moins de protéines. Donc tout ça fait que quand on ajoute toutes ces nouvelles inventions et progrès dans tous les coins de l'agroalimentaire, on s'aperçoit qu'on va pouvoir résoudre une partie importante, peut-être toute la partie
de malnutrition de la planète, de surnutrition de l'autre côté des pays riches, et en même temps de pouvoir avoir un impact considérable sur et d'avancer vers résoudre d'arriver à nos buts très ambitieux de réduction de la température, etc. Ouais. Voilà, les impacts. Je vais juste rajouter un tout petit point là-dessus, ce que disait Florence. Les données prospectives en impact sont fondamentales parce que Oui. c'est cette trajectoire qui est importante. Il n'y a que si on ne fait que pallier provisoirement par des compensations ce qu'on fait aujourd'hui, on n'arrivera jamais aux objectifs qu'on s'est fixés ou qu'on devrait arriver à se fixer pour 2030-2050. Et il n'y a qu'en calculant cet impact, cette trajectoire d'impact, en adoptant progressivement des nouveaux process, des nouvelles technologies, qu'on va y arriver. Donc, c'est très important d'avoir cette vision prospective, ce qu'on fait nous avec les sociétés dans lesquelles on investit et qui permettent de voir l'impact potentiel qu'elles vont avoir et surtout l'impact, la matérialité que ça va avoir sur les enjeux climatiques, l'enjeu de l'eau, l'enjeu de la biodiversité et sociaux. Voilà. Mais tu conviens, Eric, qu'en conclusion, cette indication prospective, elle engage. Comme ça a été dit dans le droit, vos engagements vous engagent. Et donc, elle vient par-dessus les objectifs financiers qui, eux, sont très indicatifs. Et là, on a un renversement complet dans le paradigme parce que l'entreprise est tenue par ses engagements sociétaux et elle doit y adapter ses engagements économiques. Mais c'est l'un passe par-dessus l'autre, si je puis dire aujourd'hui. Et donc, le sociétal va driver la performance économique et ce n'est pas l'inverse. Et c'est ça, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Est-ce que tu le sens? Est-ce que la nouvelle économie dont tu participes, cette nouvelle économie-là, elle dit ça aujourd'hui? Oui, elle dit ça. Après, il faut qu'effectivement tout le monde suive ces principes. Donc, dans notre cas, dans notre petite société, par rapport à ce qui existe dans le monde, nous avons aligné ça en mettant… Donc, on a un profit sur les profits qui ont été distribués à notre management team. Et la moitié de ces profits sont mis en jeu en fonction de nos résultats impact. Donc, si on n'a pas d'impact, il y a 50% de ce qu'on fait, de ce qu'on a réussi à générer au niveau financier qui ne va pas chez nous et qui n'est pas distribué à l'équipe. Et si l'équipe, évidemment, arrive à avoir à la fois des résultats financiers et impact, à ce moment-là, l'ensemble des résultats vont à l'équipe. Et c'est très important, parce que sinon, on peut raconter beaucoup d'histoires, se raconter beaucoup d'histoires, et à la fin dire ah bah tant pis, on passe à autre chose. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment un curseur fondamental. Et j'espère que la gouvernance va aller dans ce sens et tu ouvres la voie, en l'occurrence, en la matière. On passe l'image du livre que tu as publié en anglais et qui, je crois, viendra en français prochainement sur toutes ces problématiques. Alors, je vous propose de passer aux questions-réponses, c'est l'heure. Arnaud Herman va piloter les questions-réponses vers vous. Arnaud, je te laisse la main sur le dialogue. Merci Patrick et merci à vous deux, Florence et Eric. Je vais reprendre les questions dans l'ordre, donc je vais commencer par vous, Florence. Alors, vous avez déjà partiellement répondu à une question qui était posée en ligne sur l'enjeu de matérialité des informations, mais je vais me permettre de détourner cette question et de la compléter. Par rapport au biais du dispositif réglementaire que vous avez décrit de comptabilité, que ce soit la taxonomie, la CSRD, dont on comprend la sophistication et la complexité aujourd'hui. Donc, il y avait cette première remarque de dire que on a aujourd'hui quand même un peu une emphase d'information publique qui est entretenue aussi par les agences de notation. Mais d'après vous, comment peut-on aller vers ce choix d'information matérielle, que ce choix n'ayant pas été fait par les EACRS a priori. Donc, comment apporter cette clarification sur l'information qui compte et celle qui est plus secondaire? Et puis, une question un peu complémentaire, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute avec les directions financières, les directions développement durable, voire les dirigeants des très grands groupes,
qui sont aujourd'hui pas mal accaparés par cette exigence de reporting et de la préparation des futurs textes. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que cette contrainte réglementaire n'est pas en train de détourner l'énergie, les ressources, voire l'attention des dirigeants de sujets de comptabilité au détriment d'action et de progression sur le fond? Comme le fait Eric, ouais. Florence, on va essayer d'être Merci beaucoup. Sur la première question sur la matérialité, je pense que c'est effectivement un enjeu et un objectif des ESRS, c'est d'arriver à dire on va communiquer néanmoins sur les seules informations matérielles. Le référentiel ne demande pas de reporter sur tout de façon systématique. Ils ont même abandonné le projet au départ de présomption réfutable qui demandait aux sociétés de justifier de toute information qui n'aurait pas été reportée suite à la consultation. Donc, on a quand même bien l'idée qu'il faut se focaliser sur les éléments qui sont significatifs. Ensuite, comme je le disais, il y a une question de responsabilité juridique qui augmente de plus en plus et qui va avec, il y aura certainement des évolutions dans les sanctions des régulateurs financiers, mais aussi il y a d'ores et déjà des évolutions dans les sanctions d'autres institutions que les régulateurs financiers sur l'information extra-financière. Donc, il y a le risque qu'avec 84 thèmes, les sociétés se disent il faut absolument que je les adresse parce que sinon je mets en risque qu'on me reproche de ne pas avoir donné cette information. Je crois que le challenge, c'est vraiment ça, c'est que ce référentiel, vous avez quand même tout un standard qui décrit justement comment on doit approcher la double matérialité. Et donc l'idée, c'est quand même qu'il soit suffisamment crédible pour que l'ensemble des utilisateurs de l'information aient enfin, je dirais, confiance dans le fait qu'on leur a bien présenté l'information qui était importante. Aujourd'hui, par exemple, si je fais le parallèle avec les IFRS, les sociétés ne vont pas se mettre à faire des annexes détaillées sur des éléments qui ne sont pas significatifs dans leur compte. Et personne ne vient leur demander des explications là-dessus. Je crois qu'il faudrait arriver à ça en ce qui concerne l'information financière. Après, je ne dis pas, c'est un vrai challenge et c'est une vraie difficulté aujourd'hui avec les agences de notation qui effectivement font des questionnaires très longs. Après, Florence, une solution intermédiaire, de mon point de vue, c'est aussi de dire, finalement, aujourd'hui, on a quand même l'information format électronique. Pourquoi est-ce qu'on ne publie pas une information cœur sur les sujets qui sont importants et qui va être vraiment détaillée et suivie dans le temps, et puis une information de détail, enfin, on va dire, destinée à des parties prenantes diverses, juste en mise en ligne, sans autres commentaires. Mais Florence, on a quand même une partie de la solution que les Américains avaient ouverte à travers SASB, c'est la sectorialisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir des standards par secteur, bon, bah, vous êtes dans l'agri-food, Eric, bah, les secteurs de l'agri-food, vous allez les respecter tous. Donc après, il peut y avoir des accommodements, mais dès lors qu'on a sectorialisé, la matérialité, elle est périmétrée, quoi. Oui, non? Oui, parce que ça, comme je n'ai pas fait les slides dans le détail, il y a quand même les ESRS, c'est quand même deux choses. Vous avez un standard global qui est aujourd'hui adopté, mais vous allez avoir des standards sectoriels. Voilà. Il y en a 10 qui vont être faits d'ici juin 2023 sur les secteurs qui sont aujourd'hui traités par la GRI et sur 5 secteurs à fort impact, dont le secteur food et beverage. Mais donc, effectivement, il y a ce sujet. Ensuite, le second sujet que votre seconde question, qui est de dire finalement toutes ces questions réglementaires, elles détournent l'attention sur la compliance et la collecte de chiffres et plus que sur l'action. J'allais dire pour moi, c'est plus un pas nécessaire au départ pour être sûr qu'on prend bien les bonnes directions avec les bons métriques. Cela dit, il ne faut pas non plus, j'allais dire, bon, la taxonomie, c'était tout un référentiel nouveau, mais qui fonctionne avec les codes NAS. Les ESRS, c'est à la fois une révolution à travers l'audit, mais en termes de contenu, par rapport à la réglementation française qu'on avait précédemment, à la fois à travers la loi NRE, puis Grenelle 2, puis les DPEF, on n'a pas non plus une information, on va avoir une information plus standardisée, mais on n'a pas des tonnes de sujets d'information qu'on ne donnait pas précédemment. C'est plus l'aspect standardisation.
qui est en Éric, cause. dans ton secteur de l'agri-food, tu les connais, les enjeux matériels, vous les connaissez, ils sont là. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu plus… D'abord, c'est assez vaste. Et deuxièmement, ça dépend de chaque société. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir des grandes différences entre une société qui va créer des nouvelles protéines, une source de protéines qui viennent des plantes ou d'insectes, etc., en termes d'impact sur la biodiversité, impact dans toute la value chain, par rapport à une société qui va faire de la transformation et qui, elle, va plutôt avoir un impact sur Ouais, soit la santé, soit juste le ouais, CO2. oui. Je pense Mm, que mm, c'est quand même, mm. ça suffit pas quoi d'être juste par… Oui, juste sectorialisé. Arnaud, tu prends le… Non, j'aurais bien voulu poser une dernière question à Eric avant de reprendre la question pour Florence. On parlait justement de la taxonomie et, et des ECRS qui sont des référentiels censés être des supports au choix d'investissement. Est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous avez le sentiment que ces nouveaux référentiels vont vous aider à l'avenir, alors que vous avez quand même une bonne maturité sur aujourd'hui le choix de vos cibles? Oui, nous, comme on travaille quand même dans des sociétés qui sont quand même très jeunes et très early stage, on a la capacité encore de les guider à un très jeune âge, âge de société, vers des process, des collectes de données en particulier, qu'elles vont avoir depuis le début et qu'elles auront avec tous leurs fournisseurs, par exemple, et tous leurs distributeurs. Lorsqu'on a une société de la taille de Unilever, ou même un peu plus petite, et qu'on a plusieurs dizaines de milliers de fournisseurs à travers le monde, c'est très compliqué de pouvoir rapidement mettre tout le monde au pas, de demander la même chose à tout le monde, l'information, etc. Donc pour nous, c'était important, c'est moins important, je pense, que pour les sociétés, pour les gens qui travaillent des Oui, plus grosses sociétés. oui, oui. Oui, Merci. plus formel. Florence, je vais reprendre les questions qui ont été posées un peu plus haut sur des cibles périphériques au texte que vous avez présenté. Deux d'entre elles en particulier. Donc, la première, c'est une question sur les organismes de labellisation. Bon, alors, je comprends au sens large du terme. La question étant comment ces différents organismes vont pouvoir se mettre en adéquation avec les critères de la taxonomie en particulier, et comment continuer à exister en tant que porteur d'un label privé face à une structuration publique qui va désormais être incontournable. Et alors, je vous laisse peut-être répondre et j'aurai une deuxième question sur les épargnants. Oui, sur la labellisation, je vais être très brève. C'est d'ailleurs pas mon sujet de prédilection. Moi, je connais plus les sujets d'information des sociétés. Simplement, c'est sûr que la labellisation est reprise par le domaine public. Alors, comment continuer à exister dans ce contexte-là? Va être reprise. Comment continuer à exister? Ça va être de proposer des produits de niche qui auront une particularité qui va sortir, on va dire, du courant mainstream de la labellisation. Mais c'est vrai qu'il y avait un réel besoin. Moi, j'ai eu des cas concrets. Si vous voulez, vous aviez des sociétés qui voulaient refinancer par un green bond une opération qui était strictement une transaction financière, hein, une croissance de périmètre dont les motivations étaient strictement financières. Et quand on prenait le référentiel green bond, on ne pouvait pas dire que ce n'était pas un green bond. Il y a un problème. Ouais. Bon, parce que c'est financer des opérations qui, en totalité ou partiellement, et donc c'est cette ambiguïté qu'il faut finir par lever, parce que sinon, on génère tout le temps de la destruction de confiance, alors qu'au contraire, il y a besoin de financement pour la transition. Elle ne va pas se faire toute seule et surtout, elle ne se fera pas gratuitement. J'avais une question, moi j'avais envie de poser une question à Eric en retour à ce qu'il a dit. Vous disiez dans les très jeunes sociétés, c'est facile de collecter l'information et d'avoir notamment toute la chaîne fournisseurs, clients.
moi, j'entends toujours des PME qu'au contraire, c'est très difficile. Je ne parle pas de grands groupes, hein, mais de PME, c'est très difficile d'accéder à la chaîne d'information, notamment sur la chaîne de fournisseurs. Quand on est soi-même une PME et donc pas un fournisseur très significatif, accéder au fait que lui-même n'a pas de sous-traitant qui travaille dans des zones qui seraient susceptibles de faire travailler, du travail forcé, travail d'enfant. Il disait, pour nous, c'est quelque chose, on n'a pas accès en fait à cette information et on n'est pas assez gros pour l'obtenir. Mais alors, nous travaillons avec quand même un groupe de sociétés un peu particulières qui sont en général des sociétés qui commencent avec rien, enfin ou presque rien. Elles ont une technologie nouvelle, très disruptive, et donc elles vont construire ce réseau de fournisseurs. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais d'abord, on va les aider souvent financièrement en plus à faire je crois que le LCA en français s'appelle ACV, non? Oui. Lifecycle Analysis. On va les aider et on va les pousser à vraiment penser à cela depuis le début. C'est plus facile qu'une PME qui, effectivement, travaille déjà, par exemple, depuis 10 ans avec un certain nombre de fournisseurs, qui peuvent être des gros fournisseurs, qui n'ont pas cette information. Donc, nous, on va les aider et on va même financer une partie de ce travail. Je n'ai pas dit que c'était facile dans l'absolu, j'ai dit que c'était plus facile, ce qui est un peu différent. Oui, absolument. OK. Merci. Arnaud? Alors, je vois que l'heure tourne, donc je vais peut-être passer à des questions pour vous, Eric. Oui, Peut-être une question un peu générale avant d'aller sur des questions plus pratico-pratiques qui ont été posées sur le fil de questions. Question générale qui fait écho à un point qu'a évoqué Patrick dans son intervention en conclusion sur les quelques dilemmes fondamentaux, en particulier celui du partage de la valeur et du faire profit. Vous l'avez un peu évoqué lors de votre conclusion, mais aujourd'hui, en tant qu'investisseur à impact, comment vous gérez ce dilemme profit, impact positif? Et est-ce que vous pensez, et notamment, est-ce que vous avez des comptes à rendre à vos propres prêteurs? Et est-ce que vous pensez que le monde de l'investissement sera capable d'accepter un requestionnement du taux de rentabilité des investissements au bénéfice d'une meilleure capacité à impacter positivement la société, l'environnement, les éléments sociaux? Alors, je pense qu'en fait, le problème n'est peut-être pas aussi aigu que ça si on prend en compte réellement les coûts externes qui sont réalisés par les sociétés. C'est-à-dire que le fait qu'on réalise aujourd'hui des super profits dans certains secteurs de l'énergie, ces super profits seraient probablement largement impactés par le coût, si on réintégrait le coût du carbone, le coût du carbone, etc. Ouais. Et si les sociétés en question étaient finalement obligées de payer pour ça. Pareil dans l'agroalimentaire, des sociétés qui, dans l'eau, mais aussi toutes celles qui vont vendre des millions de tonnes de confiserie pour les fêtes, l'impact ensuite sur la santé. Il y a un chiffre, moi, qui me revient à l'esprit et qui est particulièrement aigu aux États-Unis, mais l'ordre de grandeur est pratiquement le même partout dans les pays occidentaux. Aux États-Unis, les Américains dépensent 1,1 trillion, c'est-à-dire 1100 milliards de dollars par an en nourriture. Voilà, tout compris. Les restaurants, les fast-foods, les achats dans les supermarchés. 1100 milliards de dollars. Et il se trouve que par un hasard, pas hasard d'ailleurs, le coût qui a été mesuré par une étude récente qui a été publiée par la Rockefeller Foundation, le coût direct, le coût des soins, des coûts de santé liés à la malbouffe, qui vont essentiellement, ces jours-ci, en termes de coûts, vers le diabète de type 2 que personne ne devrait avoir s'il avait une alimentation équilibrée, est aussi de 1100 milliards de dollars par an. Et c'est en train d'exploser. 1100 milliards de dollars par an. C'est la société, ce sont les gens, ce sont les entreprises. En tout cas, ce ne sont pas ceux qui font des profits avec l'agroalimentaire,
qui payent, ce sont les autres. Et pourtant, c'est eux qui, au départ, sont quelque part responsables. En tout cas, c'est eux qui ont mis sur le marché des produits qui vont coûter cher à la société. Donc, quand on parle de est-ce que la valeur est bien partagée, je pense que déjà, il faudrait recalculer cette valeur avant de parler de la partager. Et ensuite, si effectivement tout est aligné et qu'une société qui génère un impact positif pour la société est profitable après tout ça, voilà, c'est fantastique. Je pense que là, on devrait être content de partager cette valeur avec ses investisseurs et les employés qui sont dedans. Ouais. Merci. Je vais peut-être réserver une rapide réponse, mais comme il y a beaucoup de réactions et il y a beaucoup de curiosité autour de vos détentions insectes, est-ce que vous pouvez dire, voilà, et la réaction étant, voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de résistances, que ce soit des résistances réglementaires ou des résistances d'ordre plutôt psychologique à transformer les insectes en aliments. Est-ce que vous pouvez partager, voilà, quelques éléments et votre certitude sur le fait que ça reste une bonne participation pour vous? Bon, on verra tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Mais non, ce qui se passe, c'est que effectivement, enfin heureusement, on ne compte pas sur l'aspect humain, enfin nourriture pour les humains pour réussir avec cette société. L'essentiel il faut pas oublier que en fait ces sociétés, c'est pas seulement, elles ne fournissent pas que des protéines animales. Elle fournit aussi beaucoup parce que nos petites larves mangent beaucoup et elles produisent beaucoup de guano, donc en permanence. Donc elles mangent et ça, on le récupère comme du guano de chauve-souris. Hein, donc on le récupère et on en fait des engrais, Organique. Certifiés organiques par la Commission européenne et qui sont particulièrement puissants pour les maraîchers, les viticulteurs, etc. Donc on a un double. On a un double produit de sources de revenus qui permettent à la société a priori, ça a l'air de se mettre en place, de devenir très profitable grâce à ces deux revenus qui arrivent. Et la partie protéines, aujourd'hui, c'est essentiellement pour les animaux. C'est pour nourrir les poissons, c'est pour nourrir les chats, c'est pour nourrir éventuellement certains oiseaux, enfin certaines volailles qui bénéficient à un moment donné d'avoir des protéines, ce qu'elles font dans la nature. Hein. Si vous vous souvenez, on ne se souvient pas vraiment qu'avant, il y avait des poules dans les jardins et ces poules mangeaient des petits vers de terre, etc. Donc, ils mangeaient des insectes aussi. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que si on comptait uniquement sur la nourriture humaine, ça serait peut-être un challenge culturel. On va l'utiliser comme supplément alimentaire, donc supplément protéiné, qui a un impact positif sur l'environnement, mais aussi comme il est particulièrement bien digestible et qu'il a certains aspects on appelle ça en anglais food as medicine, il fait en fait baisser le taux de cholestérol, tout en permettant de refaire du muscle. Donc, pour les personnes âgées qui sont alitées assez longtemps à l'hôpital, qui ont besoin de revenir après et refaire du muscle, on a aujourd'hui des produits qui sont des suppléments alimentaires, qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, pas forcément digestibles. Et grâce à nos petits insectes, on va pouvoir résoudre ce problème. Donc, ça sera un premier pas en avant. Et une fois que les enfants ont vu que leurs grands-parents mangent ça, peut-être qu'ils se diront que ce n'est pas mauvais pour eux non plus. Très bien, merci. En tout cas, c'est la nature même de l'innovation alimentaire, c'est qu'elle est culturelle aussi. C'est intimement lié, bien sûr. Au Vietnam ou ailleurs, en Asie, c'est en consommation libre. Hein. Et depuis des siècles. Donc, merci. Arnaud, tu veux poser une question ou je conclus? Il y a je te laisse conclure. Je voudrais juste rappeler que vous êtes tous cordialement invités voilà, aux journées portes ouvertes qui se tiendront le 4 janvier. Donc, c'est la première session des portes ouvertes Ecolern, à l'occasion desquelles vous aurez 8 tables rondes organisées sur différentes thématiques pour faire le point sur les besoins de compétences et les propositions de formation sur un certain nombre d'enjeux, achats, climat, finance et autres. Donc, on vous retrouve et on vous attend très nombreux sur place ou en ligne. D'autant plus important que le défi de compétences est maintenant vraiment acté par tout le monde comme vraiment
la barrière à franchir pour pouvoir agir bien et mieux en sous-pesant toutes les composantes du sujet, comme l'ont fait nos deux experts aujourd'hui. Je les en remercie infiniment, tant dans la complexité du métier d'investisseur que Eric a traduit aujourd'hui au regard d'une vision d'impact positif, que dans la capacité à produire de la bonne information et utile. Et comme nous l'a rappelé Florence, merci infiniment. Ça n'est pas une complexité en soi, l'information, c'est un outil d'amélioration de la chaîne des décisions. Et je pense qu'on va surmonter les difficultés liées à tout ça pour rentrer dans un monde qui, en 2023, sera non pas sur faut-il ou faut-il pas aller vers des questions de durabilité obsessionnelles, mais comment on le fait bien et comment on le fait ensemble. Et donc, à travers à la fois nos formations et nos dialogues, j'espère qu'on peut aider et contribuer à cette meilleure gestion collective de la transformation sur laquelle, tout le monde le sait aujourd'hui, il n'y a plus une seconde à perdre. Merci de nous avoir apporté vos regards et vos expériences. Merci d'avoir jonglé avec les transports, Eric. Florence, avec la complexité des données. Arnaud, merci d'avoir organisé le dialogue. Et on se retrouve le 13 janvier. Nous aurons à la fois un regard venant d'Afrique sur l'international aujourd'hui, et puis également sur ce défi de compétences avec, sur l'Afrique à Madba, et sur la compétence avec Patricia Criffaut de l'École Polytechnique. Merci à vous toutes et à vous tous, et bonne fête de fin d'année. Et voilà, profitez bien de cette fin d'année pour préparer ces rendez-vous 2023. Merci.